Thibaut, tu m'emmènes directement sur les toits de Saint-Josse pour parler d'un projet d'école. Est-ce que tu peux expliquer c'était quoi la demande de- de- du maître d'ouvrage? Donc le maître d'ouvrage, c'est la commune de Saint-Josse. Et à la base, le projet consistait à rénover les toilettes, refaire un nouveau préau dans la cour, créer un système de circulation pour les classes en enfilade sur une des ailes de l'école et de rénover un bâtiment qui se trouve Juste là, en face. juste en face. Donc de l'autre côté de la rue, donc la commune possède la totalité du bâtiment, mais l'école n'exploite que le rez et le premier, où il y a, je pense, 4 classes de maternelle ou 3 ou 4 classes de maternelle. Tu parles du bâtiment d'en face. Du bâtiment d'en face. Oui. Alors que le bâtiment où nous sommes est plutôt un bâtiment historique, j'ai l'impression. Il a déjà quelques années. En tout Quelques cas. années, il doit Il dater des comprend- années 30. Il comprend une école primaire plus une crèche. Oui, c'est bien D'accord. ça. Mais ces bâtiments sont différents, ces différents niveaux également entre la crèche et le bâtiment primaire. Oui, donc là, c'est la partie sur laquelle on se retrouve, prend un jeu de niveau et l'aile sur laquelle on est intervenu est décalée d'un demi-niveau par rapport au bâtiment ici. Ce qui est fait qu'on a une cage d'escalier qui serpente pour distribuer de palier en palier les différents demi-niveaux. Premier problème dès le départ, c'était la rénovation du bâtiment d'en face d'où nous sommes, où vous vous êtes dit, c'est peut-être pas utile de faire autant de travaux et autant alors rehausser le bâtiment où nous sommes ici. C'est bien ça. Donc l'argent qu'on allait investir de l'autre côté sur un bâtiment où on n'avait même pas la totalité de la gestion, ça nous paraissait être pas un investissement vraiment durable. Et c'était plus intéressant puisque la partie ici sur laquelle on se trouve, donc c'est une rehausse où on a rajouté un étage. Les volumes le permettaient, puisqu'on a une sorte de dent creuse qu'on est venu recombler avec un étage de classe, plus cette cour encagée qui reprend le volume du bâtiment existant pour en refaire un ensemble, quoi. Ceci, c'est la cour de la crèche ou c'est la cour de l'école primaire également? Cette partie-ci, donc la crèche débouche là-dessus, et ceci, c'est la cour de la crèche. D'accord. Et donc, l'école primaire, elle a ce nouveau préau. Alors, vous avez fait une double cour quelque part. Donc à partir du moment où on est venu rajouter, on est venu densifier un peu le programme de ces bâtiments-ci, en rajoutant 3 classes, il nous paraissait important d'offrir des surfaces de jeu complémentaires. Et donc là, on a saisi l'opportunité de transformer ce préau pour en faire une table où on pouvait utiliser la plateforme supérieure, la toiture, comme espace de jeu, quoi. C'est comme ça que tu appelles une table. C'est ce qu'on appelle une table, ouais. On appelle ça la table. Ouais. C'est vrai. Elle a 4 pieds. C'est vrai. Des pieds qui ne sont pas tous identiques Non, d'ailleurs. non, non. On a l'impression que vous avez joué sur les pieds avec des formes différentes. Un peu comme les jeux d'enfants en fait, où il faut enfoncer ça dans le carré, dans le rond, dans le triangle. C'était quand même important de ramener un côté ludique à cet espace, donc de jouer sur les niveaux avec l'escalier qui permet d'accéder au toboggan. C'est surtout là où est le côté ludique. J'ai Il y l'impression. a aussi la colonne ronde, puisqu'il y a une colonne ronde autour duquel on est venu réinstaller ce tore en corde. Qui a pas mal de succès, les enfants aiment bien jouer là-dessus. Et puis, il y a aussi des contraintes structurelles pour les colonnes. Donc on a 2 voiles qui sont perpendiculaires l'un par rapport à l'autre, qui permet de reprendre les mouvements de la table, plus un élément en croix qui permet de stabiliser l'entièreté de l'édifice, quoi. Alors effectivement, donc après ça, il y avait donc ces espaces de jeu, mais il y avait des espaces également de circulation qu'il fallait adapter, parce que précédemment, on devait passer de classe en classe pour arriver à la dernière classe du couloir ou de la succession de pièces. Et donc il a fallu faire une circulation supplémentaire et donc avancer quelque part la façade ou créer un couloir en agrandissant le bâtiment. Alors. Oui. On n'avait pas la possibilité, on était face à une structure existante, on n'avait pas la possibilité de pouvoir installer une nouvelle circulation sur l'autre façade puisqu'on était du côté des voisins. Et donc on est venu recréer une nouvelle circulation qui reprend les vestiaires,
enfin le couloir de distribution bien sûr, mais qui reprend aussi le dessin de la façade existant, qu'on a simplement projeté, translaté. Donc à chaque fenêtre a un vis-à-vis avec une nouvelle fenêtre qui reprend les mêmes proportions. On les a simplement collés le plus haut possible au plafond, sur la dalle du plafond, de manière à maximiser les entraisons de la lumière au sein de la classe, quoi. C'est pas une situation idéale, puisque ça remet quand même les classes en second jour, mais ici dedans on n'avait pas vraiment le choix, quoi. Et puis on est venu installer un système de ventilation mécanique qui fait que voilà, on n'a plus vraiment l'obligation de devoir ouvrir sur l'extérieur, quoi. Est-ce que lorsque l'on crée une circulation comme ça, est-ce que l'on doit obligatoirement garder la façade existante pour garder une sorte de témoignage, ou est-ce que vous auriez pu tout casser? Non, pas spécialement. On aurait pu... casser tout le bâtiment, ça aurait été compliqué. Mais avoir un autre vocabulaire pour la façade, ça aurait été possible. D'ailleurs, on l'avait envisagé avec une structure à la base qui était extérieure, de coursive, avec une structure métallique. Les enseignants préféraient être dans un climat intérieur au niveau de la circulation. Et donc repasser avec une façade par exemple complètement vitrée avec la thématique du mur rideau, ça allait être assez onéreux et assez complexe à faire. Donc voilà, on a presque essayé de s'effacer avec cette circulation, ne pas mettre vraiment l'accent dessus, reprendre les divisions de châssis qui étaient existantes et tout ça, simplement voilà, avec un enduit sur isolant et des performances actuelles, quoi. Quand on travaille sur un programme comme une école, est-ce que l'on doit faire attention à des choses particulières? Est-ce qu'on doit utiliser des matériaux particuliers parce que c'est des utilisateurs particuliers qui vont investir le bâtiment? Bien sûr, la durabilité des matériaux dans une école, c'est essentiel, quoi. Il ne s'agit pas de faire une école et de revenir un an après et que tout soit déjà délabré, quoi. Oui, évidemment. Une école, c'est soumis à de rudes épreuves, quoi. Ouais, ils sont tout petits, hein. Ouais, mais bon, ils restent sauvages. Rien que les portes, par exemple, la problématique des portes, des fermes-portes, des barres anti-panique et tout ça, elles prennent vraiment des coups. Et c'est toujours une question assez complexe au niveau des chemins d'évacuation, comment les réaliser. Nous, on travaille souvent avec des matériaux qu'on laisse bruts. Donc, dans les circulations, dans les couloirs, on laisse la structure en béton apparente, qui est aussi un témoignage de comment ça tient. Après, il y a des impératifs au niveau acoustique. Il vaut mieux plafonner les faces intérieures pour pouvoir atteindre la norme acoustique. Enfin, maintenant, le secteur des écoles est extrêmement normé, hein. On a des normes pour tout et qu'il faut suivre. Voilà, quoi. Au niveau des réactions au feu, des matériaux, tout ça est aussi assez décrit dans la norme de base. Il faut être attentif à ça. Ces normes diminuent votre créativité? Non. Non, pas du tout. Ça fait partie du jeu, quoi. Quand on fait une école, il faut bien connaître les normes de base pour les bâtiments scolaires. On sait qu'il y a deux circulations qui doivent être compartimentées. Et voilà, on joue. Ça fait partie de la matière, quoi. Au même titre que la stabilité ou que les performances énergétiques d'un bâtiment, ça rentre dans un cadre de contraintes qu'on est habitué à maîtriser. Le fait que vous soyez ici dans du bâti existant, est-ce que ça donne un challenge supplémentaire ou différent dans le vocabulaire architectural qu'il faut utiliser pour répondre à la question? On aime bien, on aime toujours travailler avec un contexte existant. Alors même quand on fait un nouveau bâtiment, il y a quand même toujours un contexte. Et on vient dans cette prolongation, dans la continuité, ou en tout cas en résonance avec l'environnement et le contexte. Donc oui, moi je trouve ça assez stimulant de se retrouver avec
avec des contraintes physiques, urbanistiques qui sont là. Quel est le rapport qu'on va entretenir par rapport à ce nouveau bâtiment? Ici, donc la toiture sur laquelle on se retrouve, qui est clôturée avec ces grilles, c'est des grilles assez standards, hein, de clôture qu'on voit sur plein de terrains de sport. On les a prolongées et elles repassent devant les façades, hein, donc de manière à souligner une sorte de dalle, hein, qui aurait été posée sur le bâtiment existant, et ces colonnes qui se prolongent, qui sont là, oui, qui évoquent les murs rideaux. Qu'on peut voir là derrière, hein, avec les profils qui sont continus. Voilà, ici c'était assez amusant de le faire de manière économique, hein, avec ces clôtures, quoi. C'est une thématique qu'on a aussi repris pour la table ou la cour surélevée, hein, qui est encagée par cette structure, quoi.